Ils nous attaquent et en vérité mettent directement en jeu notre existence. Avant de vous laisser retrouver vos programmes, je veux encore vous dire, à titre d'exemple, que si 1% des téléspectateurs qui ont regardé nos émissions de fin de semaine donnaient chacun 120 €, nous serions sauvés, totalement libérés. Oui, TVL peut renaître plus forte. C'est vous seul qui décidez. Alors, mobilisez-vous et mobilisez vos amis. Vite. Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 4 invités, 2 sujets, et des coups de gueule et des coups de cœur. Alors, les invités, Cyril Benassar, bonjour. Yves Christen, je vais y arriver. Bonjour. Bonjour Yves. Franck Martini. Bonjour. Bonjour Laurent Arthur Duplessis. Bonjour. Les sujets, c'est tout simple, c'est le cœur même de l'actualité. Au moins pour le premier. C'est le conflit actuel qui vient de commencer il y a quelques jours à peine, Israël-Iran, une guerre préventive. Et on va développer ce que c'est qu'une guerre préventive. Et le deuxième sujet, je pense que là, ça va davantage vous surprendre. Ça a même beaucoup surpris Laurent Arthur Duplessis, qui, quand je lui ai dit le sujet, m'a dit « mais c'est une blague ». Eh bien non, c'est pas une blague. On va parler d'un livre qui s'appelle « Le monde à venir vu par la CIA ». En réalité, c'est bien plus que la CIA, c'est toutes les agences de renseignement américaines. Voilà, c'est la seule entité qui publie ce genre de reportage, d'études, basées sur des chiffres, sur des faits et tout ça. On va revenir, voilà. Et puis après, il y aura plein de coups de gueule, plein de coups de cœur. C'est des tribunes qui sont offertes à nos 4 intervenants. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Alors, le conflit récent, c'est un conflit qui vient de se déclencher, qui en réalité bloblote sur le feu depuis des années, depuis même le début de la révolution des Mollahs en 79, la chute du Shah, et surtout qui s'est accéléré récemment parce qu'en fait, il y a eu un rapport qui est sorti disant que le régime islamique était pas très loin d'avoir la bombe. Et ça a été la raison pour laquelle Bibi Netanyahou a déclenché cette guerre dite préventive. Et ça pose énormément de problèmes. Des problèmes géopolitiques, des problèmes tout simplement légaux, des problèmes de soutien. Est-ce que l'objectif, c'est d'annihiler les potentiels de construction d'une bombe, ou est-ce que c'est un objectif de renversement de régime en Iran ? Bon, c'est très vaste et on va se tourner vers Laurent Arthur Duplessis pour son point de vue, sachant que je voudrais vraiment faire beaucoup circuler la parole. J'ai pas mal de questions à vous poser, messieurs. Laurent, en piste. Eh bien, c'est effectivement un créneau qui s'est ouvert à Israël après la chute du Hezbollah et du Hamas et la diminution du pouvoir de nuisance des Houthis par les Américains. Et puis, donc, les proxys étant affaiblis, l'Iran... les proxys, c'est les intermédiaires, hein, voilà, c'est des bras armés à distance. Voilà. Eh bien, Israël, maintenant, s'en prend effectivement à la tête, au centre, c'est-à-dire à l'Iran. Alors, effectivement, Netanyahou a un peu pris de court Trump, qui, malgré le délai de 60 jours qu'il avait fixé, le débordait parce qu'il y avait encore un round de négociations prévu et qui a été annulé. Oui, c'est comme les bombardements ont commencé le 13 et quelques jours plus tard, 2 jours plus tard, il y avait normalement une réunion, voilà. La dernière réunion. Et qui a du coup été annulée. Alors Trump au départ était furieux, puis finalement... manifestant sa capacité de rebond habituelle, il s'est dit, tiens, pourquoi pas. Et effectivement, il a mobilisé tout l'appareil militaire américain qui se regroupe autour de ce point central qu'est l'Iran
pour une éventuelle opération de force en appui de l'aviation israélienne. Opération de force qui servirait à quoi, théoriquement? On a l'impression que les Israéliens ont des centaines d'avions qu'ils ont mis en action. C'est très efficace. Ils ont tué un certain nombre de dirigeants de la République ou des forces armées ou de scientifiques. Donc c'est très efficace pour le moment. Ils ont prévu une action sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En quoi ont-ils besoin des Américains? Notamment pour transporter et larguer la bombe GBU-57 qui fait 13 tonnes, que seuls les bombardiers B-2 américains peuvent transporter tellement elle est lourde. Et dont les Israéliens, d'ailleurs, ne disposent pas ni des B-2 ni de la bombe. La bombe, elle est censée percer le blindage. Notamment de la centrale de Fordo, qui est très profondément ensevelie et qui est vraiment centrale. Fordo, c'est central d'un dispositif nucléaire. On dit que c'est même jusqu'à 1 km de profondeur. Aucune bombe ne va à 1 km de profondeur. Non, mais la plupart sont plutôt à 80 mètres de profondeur. Et ça, la bombe sait le faire. Oui, presque. Elle va jusqu'à 60 mètres. Mais enfin, il y a des ondes de choc aussi. Et quand les ondes de choc arrivent sur un matériel tout de même délicat, elles l'handicapent aussi. Donc. Et d'autre part, dans l'esprit de Trump, manifestement, il se dit, et d'ailleurs les Iraniens manifestent le désir de reprendre les négociations, il se dit, en regroupant tout le dispositif militaire, je montre à l'Iran que je peux l'anéantir. Parce que, alors évidemment, si ça se déchaîne sur l'Iran est comme la Serbie, évidemment, en 98. À ce moment-là, l'Iran n'existe plus en tant qu'État et en tant que puissance. Donc, Cyril, je vous donne la parole. C'était le moment. C'est une bonne idée de la part d'Israël qui est déjà engagé sur le front de Gaza, qui a engagé énormément de troupes avec beaucoup de pertes. Est-ce que c'était le moment d'aller attaquer l'Iran? C'était le moment. C'était un vieux projet d'Israël. Parce que l'Iran est l'ennemi d'Israël. Pas tellement parce qu'Israël a décidé que l'Iran était son ennemi, mais parce que l'Iran désigne Israël comme l'objet à détruire, l'antisioniste qu'il faut détruire. Tous les vendredis à la mosquée, on répète mort à Israël, mort à l'Amérique, mort aux Britanniques. Donc c'était le bon moment, d'autant que, comme vous l'avez bien dit, après avoir éliminé tous les proxys, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la grande crainte d'Israël, c'était qu'en ouvrant un front avec l'Iran avait la possibilité, en appuyant sur un bouton, de déclencher des offensives du Hezbollah, du Hamas, des Houthis. Là, maintenant que tout cela sont neutralisés ou affaiblis... Donc l'Iran a un genou à terre, on essaye de lui faire mettre le deuxième. Oui, le deuxième. Et alors, les objectifs de guerre, vous en parliez, d'abord, c'est effectivement d'annihiler les possibilités d'une bombe atomique pour l'Iran. Parce qu'un pays qui... Mais il semblerait que c'était pas quand même demain la veille. Alors, si, justement, demain la veille, c'est-à-dire que c'est pas demain, mais ils étaient en train d'enrichir suffisamment d'uranium pour ensuite passer à Sauf qu'ils n'ont pas le vecteur pour transporter la bombe. Ils n'ont pas, mais c'est un processus qui ne cesse de poursuivre et de développer pour arriver à ça, malgré les négociations. Et ce qu'on appelle les négociations, en réalité, c'est le moyen pour le régime des Mollahs de faire durer jusqu'au moment où ce sera trop tard. Sachant que celui qui a arrêté, et avec l'accord de Netanyahou, les processus de dénucléarisation, c'était Trump. Trump. Alors, donc il y a quand même un paradoxe là-dedans. Sorti d'un accord de Vienne dans lesquels on discutait avec les Iraniens, enfin l'Occident en général, pour essayer de mettre des limites à ça. Sauf qu'on se rend compte qu'ils ont baladé les inspecteurs de l'AIEA depuis longtemps, qu'ils ont triché sur les résultats, qu'ils ont planqué des laboratoires clandestins d'enrichissement d'uranium sans les déclarer. Donc on se demande dans quelle mesure les promesses faites à l'issue de négociations sont fiables. Et c'est un sujet tellement sensible et tellement dangereux que personne ne veut prendre le risque. Oui, parce que c'est une raison vitale, c'est comme ça qu'Israël le présente. Je crois quand même qu'il faut dire, je ne veux pas anticiper sur notre prochain sujet, mais on est obligé de le dire ici, dans ce livre-là, le rapport de la CIA, qui vient de paraître, il est écrit par le rapport « Nous continuons d'estimer que l'Iran ne fabrique pas d'armes nucléaires et que Khamenei n'a pas réautorisé le programme nucléaire militaire qu'il avait suspendu en 2003, bien que des pressions soient probablement exercées sur lui pour qu'il le fasse. » C'est quand même extraordinaire. Je veux dire que
les Américains, qui sont assez peu amis de l'Iran, la CIA, qui n'a pas vocation à être propagandiste de l'Iran, sort maintenant. Enfin, ce livre est paru en mai en français, mais un petit peu avant aux États-Unis. En mars, je crois. Cette remarque-là. Alors, moi, je ignore complètement où en est, évidemment, l'Iran dans le domaine du nucléaire. J'ai tendance à penser qu'ils ont intérêt à avoir l'arme atomique, parce qu'évidemment, c'est la meilleure protection. Mais les Américains, dans ce document, plus ou moins officiel, concluent ça. Donc, c'est quand même un peu troublant. Mais on peut juste dire une chose simplement sur un point technique, simplement. Laurent Arthur Duplessis. Et Yves, qui est un grand scientifique, le sait. Quand on enrichit à 60%, c'est pas pour un usage civil. Oui. Et quand on enrichit à 60%, on est très, très près d'avoir l'enrichissement à 90%. Mais déjà à 60%, c'est pas pour un usage civil. Donc ça, c'est technique, c'est objectif, c'est pas une croyance. Hein. C'est technique. Mais enfin, on ne peut pas passer sous silence cet élément. Hein, cet élément-là. Et je suis d'ailleurs stupéfait que dans les échanges actuels, sur ce qui est l'actualité, moi, je n'ai écouté nulle part cette remarque au sujet de ce document, qui, une fois encore, n'est pas un document de journaliste. Je ne suis pas sûr que ce soit un document qui fasse acte de foi et acte de loi, hein, mais c'est un élément... On sait que les Américains se trompent aussi de temps en temps. Par ailleurs, évidemment, ça ajoute à cela le fait que Trump, lui, varie. Un jour, il veut la guerre, un jour, il veut la paix, un jour, il dit qu'il est en train de signer avec l'Iran... Et le lendemain même, il dit le contraire. Ça, c'est la nature de Trump. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il est désireux de la guerre ou est-ce qu'il veut simplement taper sur la table parce que c'est aussi sa manière de faire pour exercer une pression psychologique sur l'Iran? C'est possible, sachant que mon pronostic concernant l'Iran, je doute que la psychologie des ayatollahs soit adaptée au système trumpiforme. Le fait que Trump tape sur la table, ça impressionne des gens qui sont ceux qui ont l'habitude de faire des deals avec Trump dans le business. Je ne suis pas sûr que les mots-là, ils fonctionnent comme cela. Il est très possible que ça ait des réactions inverses ou qu'ils se disent « Trump dit ça, mais il ne va rien faire ». Oui. D'autant plus que ceux-là ont le temps, même si Khamenei est très vieux et qu'il doit être remplacé, ceux-là ont le temps, parce que c'est une dictature, alors que Trump, en gros, dans 1 an et demi, avec les midterms, il peut avoir quand même bien dire une chose, beaucoup moins de que pouvoir. Même s'il y a une vraie guerre terrible, et que globalement, l'Amérique rentre en guerre comme elle l'a fait avec l'Irak, et qu'elle détruit en grande partie l'Iran, ça ne sera pas la fin de l'Iran. L'Iran, c'est la Perse, ça existe depuis les siècles des siècles. Exactement, oui. Non, mais ils disparaîtront jamais. Juste une chose, Franck Martin, moi je viens sur ce qu'induit Yves Christen, le changement de régime. Parce qu'en fait, vous dites, on peut détruire l'Iran, en tout cas une grande partie de ses infrastructures d'enrichissement, voire une grande partie, ce qu'a fait Israël, de ses capacités militaires. Hein. Il n'empêche qu'il y aura toujours ce grand peuple. Et puis, il y aura aussi toujours cette structure islamique à la tête du pouvoir. Est-ce que l'objectif, ça pourrait pas être aussi un changement de régime ? C'est ça. Je pense que l'objectif essentiel, c'est sûrement le changement de régime. Oui. Mais cette histoire-là de bombe atomique, il y a 15 ans, devant la tribune des Nations Unies, Benjamin Netanyahou déclarait à la face du monde, l'Iran est à 48 heures d'avoir la bombe atomique. Oui. Donc cette histoire de bombe atomique, ça fait 20 ans qu'on en entend parler. Quand Trump a quitté et sorti de l'accord, l'AIEA avait dit « OK, l'Iran est dans les clous ». La contrepartie, c'était que les sanctions soient levées contre l'Iran. Et est-ce que les sanctions ont été levées par les autres pays qui Mais pardon, qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Vous êtes en train de dire que cette attaque est illégitime ? Non. Et non. basé sur un prétexte qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu ? Je suis en train de dire que cette histoire d'armement nucléaire de l'Iran, on ferait bien de ne pas la prendre telle qu'elle, parce que elle me paraît un peu à examiner de plus près.
60%. Mais pardon, qu'est-ce que vous dites là ? Qu'est-ce que vous dites là, Franck Martini ? Je dis que, moi je me rappelle les armes de destruction massive de l'Irak. Saddam. Et qu'il y a, comme un air de voisinage, et que donc on a intérêt à prendre un peu de distance vis-à-vis de ça. C'est l'histoire du chien dont on dit qu'il a la rage, je crois. Il n'y a pas de certitude totalement établie, pour moi. Alors je finis, quand on dit 60%, 90%, non, mais si, il y a une énorme marge entre les deux. Non. Il y a une énorme marge, même en termes d'investissement nécessaire pour y arriver. Si la IEA, quand Trump est sorti, disait que l'Iran était dans les clous, c'est que probablement l'Iran était dans les clous. Si la IEA n'est pas capable de vérifier parce qu'on lui cache des choses, dans ce cas, il ne faut pas signer des accords et il faut passer immédiatement à une autre étape. Ça ne me paraît pas très cohérent. Je pense, pour compléter ce que dit Franck, juste une seconde. Cyril, je crois personnellement qu'il y a sans doute des gens qui savent, à la CIA, au Mossad ou ailleurs, où en est exactement l'Iran dans son avancée vers l'arme atomique. Par contre, ce qui me paraît encore plus certain, c'est que ça ne nous donne, nous, aucun moyen de savoir, parce que ces organisations-là ne sont pas en situation de dire ce qu'ils savent, ni de dire la vérité. C'est pas leur job, vous comprenez ? Ce ne sont pas des journalistes. Oui, la vérité, elle est réservée aux dirigeants, à ceux qui appuient sur le bouton, hein. Moi, je pense qu'on peut discuter. Cyril et ensuite Laurent. On peut discuter sur le niveau d'évolution dans le projet de l'Iran d'obtenir la bombe atomique, mais pas de la nature de ce projet. Il me semble que ça paraît clair. Eux-mêmes répètent depuis des décennies que leur projet, ce sera d'annihiler Israël, et ils font tout pour y parvenir. D'ailleurs, sauf qu'ils sont face à un opposant qui a la bombe, puisque même si Israël n'a pas officiellement la bombe, oui, Israël a la bombe, c'est une évidence. Mais Israël n'a pas envie d'une guerre nucléaire qui annihilerait les deux peuples. Oui. Et on peut se demander si le régime des Mollahs ne caresse pas cette idée de toute façon, qu'ils sont prêts à sacrifier même l'Iran, même la Grande Perse, pour un projet islamique complètement dingue. Et on peut s'interroger aussi sur l'acharnement d'un pays pétrolier à vouloir développer un parc nucléaire. Même ça, c'est-à-dire au départ, ça devrait nous interroger, éveiller des soupçons. Et ensuite, alors le stade d'évolution, oui, effectivement, on ne sait pas, est-ce qu'ils en sont là ? Il y a ce rapport de la CIA, enfin de Tulsi Gabbard, qui disait effectivement qu'ils n'étaient pas prêts. Depuis, il y a eu une déclaration de l'AIEA qui ont dit que l'Iran avait triché encore récemment. Oui, mais c'est d'ailleurs le prétexte qui a été utilisé. Ça ne dit pas qu'ils ne sont pas prêts, ça dit qu'il n'y a pas d'armement nucléaire, ou en tout cas de programme nucléaire d'armement. En fait, moi j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'enrichissement de l'uranium, c'est une chose qui y mène, et ensuite il y a ce que les Américains appellent la weaponisation, c'est-à-dire la transformation en une arme, c'est ça, qui est un procédé extrêmement complexe, et puis le vecteur, et puis tout ça. Là, ils n'en sont pas là. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont renoncé, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens encore, sans l'aide d'autres, d'y parvenir? Pardon, est-ce que c'est pas aussi... Et je crois que sur le projet, je vois pas comment on peut en douter. Mais est-ce que ça pourrait pas aussi être un prétexte de Bibi Netanyahou, qui est en difficulté en interne, qui a des élections qui arrivent, je crois, d'ici une petite année, élections dont le pronostic n'est pas très bon pour rester au pouvoir. Or, on sait que ce qu'il attend derrière le pouvoir, c'est la prison dès qu'il le perd, ou en tout cas assez rapidement dès qu'il le perd. Est-ce que ça peut pas être aussi une manière de détourner l'attention sur le conflit de Gaza, puisque d'un seul coup, plus personne ne parle de ce qui se passe à Gaza. Mais quand on bombarde la télévision iranienne, quand on détruit des installations pétrolières, quel rapport avec le programme atomique iranien, en fait? C'est un affaiblissement du régime. Non, c'est une guerre. Mais il y en a un qui souhaite parler. Moi, je crois que c'est vrai qu'il y a les impératifs politiciens Netanyahou, il y a Moi, je voudrais en revenir à l'AIEA, qui, malgré tout, est la partie scientifique de l'affaire. Et comme vous l'avez dit, effectivement, l'Iran est enrichi à 60%. Donc ça, c'est du militaire. Il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est pas en tout cas, c'est la voie vers le militaire. Personne n'enrichit à 60% si ce n'est pas pour faire une bombe atomique. C'est pas un sujet à discussion. Ce n'est pas une polémique d'opinion. C'est de la science. Et d'autre part... c'est pas demain matin que l'Iran devait avoir la bombe. Parce que non seulement il faut arriver à 90%, ce qui est très rapide, passer de 60 à 90, c'est très rapide, tandis que de passer de 3% à 60%, c'est beaucoup plus lent. Mais il faut aussi
pouvoir miniaturiser pour le mettre au bout d'un missile. Ils ont une très bonne missilerie, mais il faut miniaturiser et c'est encore toute une étape. Oui, c'est la weaponisation dont parlait Cyril Benassar. Et ça, c'était pas pour demain matin. Donc, il n'y avait pas le feu au lac, si on peut dire, de ce point de vue-là. Mais effectivement, il y avait une fenêtre d'opportunité, puisque les proxys sont anéantis. Mais sur l'intention d'obtenir la bombe atomique, il n'y a pas... Non, mais surtout, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est mon image de grands dirigeants, c'est qu'ils prennent des décisions rationnelles et qu'ils ont un objectif ultime qui n'est pas seulement le court terme d'annuler la bombe, c'est derrière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une vision? On voit l'opposition iranienne. Oui. Là, moi, j'ai des contacts avec l'opposition iranienne depuis très longtemps. C'est évident évidemment, ils rêvent de la chute des mollahs. Oui. Mais derrière, il y a... OK, très bien. On peut se dire qu'effectivement, il y a un objectif de changement de régime. Mais est-ce que derrière, ils sont prêts, ces opposants? Est-ce qu'ils ont un régime d'entente? Parce que j'imagine qu'il y a des oppositions très différentes. Est-ce qu'ils sont capables de gouverner? Parce que, pardonnez-moi, moi je me souviens d'une chose, et j'imagine que tout le monde autour de cette table, c'est l'Afghanistan. Hein? Bien sûr. Les méchants s'en vont, il y a une période, et les méchants reviennent. Et finalement, rien. C'est les mêmes empires. C'est pas le même pays, là. L'Iran, c'est pas l'Afghanistan. L'Afghanistan est un pays encore très arriéré, de montagnards incultes, etc. Tandis que l'Iran, c'est 4000 ans de civilisation. C'est une population d'ingénieurs, d'intellectuels. Quand on rencontre un Iranien, c'est pas du tout l'Afghanistan. C'est pas l'Afghanistan, mais qui peut imaginer... Enfin, je sais pas, je connais pas l'Iran, donc je me permets de dire des bêtises, sans prétendre du tout à la vérité, mais donc l'Iran serait attaqué par Israël, qui ferait tomber le régime, et la population, elle se sentirait libérée par Israël. Ça me paraît complètement farfelu et totalement irrationnel, en fait. C'est-à-dire que j'imagine que si un pays est attaqué par un autre pays, et vu le petit passif, il y a quand même toutes les chances pour qu'une large partie de la population fasse ce corps derrière ses dirigeants. C'est pas sûr, hein. Oui. Mais c'est pas sûr, parce que imaginez cette hypèse où Israël attaque l'Iran. Et la population iranienne se sent libérée par Israël, mais à qui on va vendre libérée peut-être pas, mais peut-être comme il pourrait le voir comme une opportunité. Je pense qu'il y a un problème plus important, plus important que celui-là, qui est, je crois que dans les guerres, il faut toujours s'intéresser à l'autre guerre ou aux autres guerres qui sont derrière. Dans le monde d'aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec l'Ukraine, il y a autre chose que la simple guerre entre Israël et l'Iran. Il y a le fait que tout le monde non occidental ne peut que être encouragé dans la position qui est du Sud global, d'hostilité au monde occidental. Nous avons quoi? Évidemment, dans l'ensemble, on n'a pas trop de sympathie pour les mollahs, on n'aurait pas envie qu'ils aient une bombe, on ne sait pas trop ce qu'ils peuvent faire, ils sont un petit peu chabraques. Mais, du point de vue plus ou moins objectif des gens qui sont en dehors du monde occidental. Ils ont un monde dans lequel un pays et ses alliés a successivement envahi l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Serbie, la Syrie, etc., accusent la Russie d'envahir l'Ukraine et autorise maintenant de fait Israël à attaquer l'Iran. Et deuxièmement, ils constatent, ces pays qui sont moins intéressés que nous, qu'on parle de notre regard, que dans cette zone du monde, il y a deux ennemis. Il y en a un qu'on a autorisé à avoir la bombe atomique. Israël, enfin on n'est pas tout à fait sûr, mais on est à peu près sûr. Et l'autre, on lui dit, non, toi, tu n'as pas le droit de la bombe atomique. Et puis à côté, il y a l'Inde et le Pakistan qui ont chacun leur bombe. Et finalement, à partir du moment où l'Inde l'avait, on se disait, le Pakistan, il a le droit de l'avoir, la sienne. Oui, c'est ce qu'avait dit Chirac, d'ailleurs. Il est clair que pour les gens du Sud global qui observent cette situation, ils le voient de plus en plus comme étant une situation de mépris. D'autant plus que le fait que le G7 ait été unanime, à mon avis, joue contre les intérêts de l'Occident, parce que ça renforce évidemment le point. Et d'ailleurs, du point de vue de l'antisémitisme islamiste, ça renforce également. Ils se disent, voyez, ils sont très forts parce qu'ils nous attaquent nous. Yves, merci beaucoup. Je vais prendre un petit peu plus de temps. Je dis ça pour le réalisateur parce qu'on va réduire le temps consacré au livre. Je voudrais faire un petit tour, assez rapide quand même, sur Rêvons un peu. Recomposition du Moyen-Orient. Le Hamas est à terre. Il y a
plus de Syrie, en tout cas à la Assad. Il n'y a plus d'Iran avec les mollahs qui sont remplacés par une sorte de... C'est bien ça la question, par quoi? Mais une sorte de démocratie, comme on le voit, nous, en tout cas, c'est plus les grands méchants que c'était. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, de notre point de vue, et j'entends bien ce que vous dites sur le Sud global, est-ce que de notre point de vue, c'est pas une recomposition exceptionnelle qui est en train de se préparer? En tout cas, c'est le chiisme avait prévalu à la chute de Saddam Hussein. Le chiisme avait établi son emprise sur le Moyen-Orient via l'Iran, ses proxys. Ce chiisme reflue en termes de puissance politique très nettement. L'Iran ne retrouvera plus sa prééminence des dernières décennies. Le sunnisme reprend le dessus au Moyen-Orient. On l'a vu déjà en Syrie, et on voit l'influence grandissante de la Turquie sunnite sur la Syrie, etc. Donc, on va remplacer, c'est sûr, un problème par un autre, parce qu'il y a un intégrisme sunnite qui est beaucoup plus prosélyte d'ailleurs que l'intégrisme chiite, paradoxalement. Oh, je me demande s'ils ne se valent pas, parce que non, c'est tous les deux arment des terroristes partout. C'est surtout qu'il y a il y a 850 millions de musulmans sunnites. Et le schisme, c'est 10% du monde musulman. Pardon, donc, ça. je dirais que l'Iran ait eu sa prééminence pendant quelques décennies, c'était presque une anomalie de l'histoire, en fait. D'accord. Parce qu'en réalité, le schisme, c'est très minoritaire. Alors, je fais un petit tour. Merci, Laurent. Franck Martigny, à ma question, est-ce que c'est une opportunité et comment voyez-vous cette opportunité? C'est pas une opportunité du tout. Non. Parce que ce qui fait la stabilité d'une région, quelle que soit cette région, c'est la stabilité des États. C'est-à-dire, quelles que soient les questions religieuses, d'ailleurs. Si on détruit des États ou les structures étatiques, derrière, nécessairement, on a le chaos. Et avec le chaos, on a les plus extrémistes. C'est mécanique. De toute façon, si... mais c'est pas ce qui semble se passer en Irak pour le moment, En Irak? En Irak, c'est pas ce qui semble se passer. Curieusement, c'est très tôt, mais l'arrivée des extrêmes... La Libye, la Syrie, l'Irak, c'est des situations chaotiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a remplacé des régimes dictatoriaux par du chaos. Il n'y a pas de gain qualitatif là-dedans. Il n'y a pas de gain qualitatif. Demain, l'Iran est affaibli. Il y a une espèce de... De notre point de vue d'occidentaux, c'est pas mieux pour nous? Je ne crois pas du tout, même. Je continue. Et c'est vous qui conclurez. Je crois par ailleurs qu'il faut quand même bien voir. Si l'Iran est extrêmement abattu après une guerre du type la guerre de l'Irak, ça fera sûrement plaisir à beaucoup de sunnites, mais ils en tireront quand même prétexte pour leur propagande du point de vue de l'islamisme. Ils diront, vous voyez, c'est une preuve de plus. Et il est certain que quand on rajoute du chaos au chaos, c'est compliqué. Et en plus de ça, s'agissant de l'Iran, c'est sûrement des pays qui a la plus forte stabilité du fait justement de l'ancienneté de la Perse et du fait que c'est pas une nation arabe en plus de ça. Donc, et quand même globalement dans le monde actuel et notamment dans les répercussions sur le reste du monde et notamment chez nous, il est clair que je crois qu'on est plus menacé par le monde arabo-musulman que par le monde irano-musulman. Donc, dans ces mouvements de plaques tectoniques, vous voyez, foutre une bombe sur des zones tectoniques qui sont en train de bouger, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Il faudrait mieux laisser faire la chose et espérer que, par exemple, tous les mouvements démocratiques en Iran achèvent leur boulot et arrivent à un moment à battre les mollahs. De toute façon, je crois que là, de ce point de vue-là, à mon avis, Macron a raison. On ne peut pas fait installer dans des pays les régimes que nous, on a envie d'installer. C'est au peuple de s'organiser. Ouais, on peut souhaiter, bien entendu, que les femmes aient le droit de faire ce qu'elles veulent en Iran sans se trouver guillotinées. Et c'est pendu en l'espèce. Pendu ou autre chose, un autre mauvais sort. Mais je ne crois pas que ce soit aux nations occidentales d'aller décider du régime que doivent avoir les Iraniens. J'ai été frappé, je vous cède la parole et vous allez conclure. J'ai été frappé par ce qu'a dit Jafar Panahi, je crois que c'est celui qui a gagné la Palme d'Or cette année, qui disait, à Cannes donc,
qui disait que pour lui, la chute du régime n'était qu'une question d'heures, de semaines, de mois, mais que dans tous les cas, il était totalement pourri de l'intérieur et qu'il allait bientôt tomber. Et juste une chose, les références de l'histoire montrent que quand il y a de graves déboires militaires extérieurs, en général, le régime s'effondre et est remplacé par un autre. Ça a été le cas, par exemple, en Russie. Ça a failli être le cas en 1905, mais ça a été le cas vraiment en 1917. Oui. Et il y a bien d'autres exemples dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en général, un régime en place ne résiste pas à une défaite militaire sévère. Oui. Napoléon, par exemple. Ouais. Cyril Benassar, vous allez conclure. Oui, je crois qu'avec les printemps arabes, on s'est mis à regretter les anciens régimes dictatoriaux et autoritaires qui les ont précédés, parce qu'on a vu que les élections donnaient la voie aux islamistes, et puis que c'était des guerres civiles larvées, c'était des ethnies qui s'affrontaient. On a vu ça effectivement, on l'a dit, en Irak, en Libye, en Afghanistan. Mais je ne crois pas que l'Iran réponde à ces règles-là. Je crois que c'est un contre-exemple. Il me semble que, d'abord, on l'a dit, l'ancienneté de la civilisation perse fait que ça n'est pas une société tellement divisée, même s'il y a des minorités, que les minorités sont pour le coup minoritaires. On n'est pas en Syrie où il y avait une minorité alaouite qui régnait sur une majorité sunnite. Par ailleurs, je pense que la population iranienne est mûre pour la démocratie, ce qui n'a pas été le cas partout en Libye. D'autant que l'islamisme subit l'usure du pouvoir. Il est au pouvoir depuis 1979 en Iran, donc lui, il subit l'usure du pouvoir. Certainement. Alors que dans bien d'autres pays, il n'a pas encore été expérimenté vraiment. En plus de la réprobation internationale qui dure depuis des décennies, il y a une crise économique, un affaiblissement la pauvreté. Je crois qu'il y a 30% de la population sous le seuil de pauvreté. Tout le monde s'est appauvri. C'est l'effet des sanctions. Oui, l'effet des sanctions. Il y a eu des manifestations. Pas de conclusion après la conclusion. Il n'y a pas seulement des manifestations de femmes, vie, liberté qui réclament plus d'occidentalisation et d'enlever leur voile. Il y a aussi des manifestations sociales, purement sociales, de camionneurs qui n'arrivent plus à vivre. Et donc, je pense que là, la société iranienne est minée de l'intérieur, attaquée de l'extérieur et faiblie. Elle a plus ses proxys. Et c'est le bon moment pour faire tomber. Pour pousser le truc. Non pas l'Iran, mais le régime des mollahs. Okay. Non, pardonnez-moi, c'est fini. On a dépassé de plus de 10 minutes. Je crois que c'est notre record de dépassement. Je vous invite à nous retrouver dans quelques secondes pour le deuxième sujet, qui sera bien entendu un petit peu plus court. À tout de suite. Allez, rebonjour. Deuxième et dernier sujet avant les coups de gueule et les coups de cœur. Le fameux rapport publié par la CIA qui donne la vision du monde à venir par la CIA. Alors, il faut savoir que la CIA et tout le complexe militaro-industriel, ou plutôt, comment je vais le dire, de l'intelligence américaine, la NSA et tout ça, qui est des entreprises qui ont des dizaines de milliards de budget, intelligence militaire, me souffle le réalisateur. Merci Raphaël. Des dizaines de milliards de budget, des centaines de milliers, voire des millions de gens qui travaillent pour eux. Donc, publient régulièrement ces rapports. Donc, je vous ai proposé de le lire. Je l'ai lu aussi. Celui qui commence, c'est Cyril. On a 10 minutes, donc il va falloir vraiment être compact sur ce bouquin. Oui, je l'ai lu avec intérêt, d'autant que c'est assez court en réalité. Il y a une préface, une introduction, après... Le texte lui-même est court, puis après il y a un long entretien, une longue retranscription d'une intervention au Sénat avec les sénateurs. Moi, j'ai trouvé que il n'y a pas de scoop. C'est-à-dire que tout ce que j'ai lu, on l'entend de commentateurs en géopolitique, on le lit sur les menaces à venir pour les États-Unis, sur une espèce de coalition informelle, même s'il n'y a pas d'accord vraiment de défense, mais une coalition anti-occidentale qui est composée de la Russie, de l'Iran, de la Corée du Nord et de la Chine. Non, mais c'est presque le préambule, la préface et le préambule qui est plus intéressant que le bouquin en lui-même, non ? Parce que pour le reste, effectivement, ce sont des idées générales. Il y a quelque chose d'intéressant que j'ai appris, par exemple, les Nord-Coréens sont spécialistes dans le vol des crypto-monnaies. Chacun se spécialise un peu. La Chine développe une intelligence artificielle qui est redoutable pour diffuser des fausses nouvelles. Enfin bon, chacun a un peu sa spécialité dans la nuisance. Mais effectivement, la préface et l'introduction, moi, ça m'a assez amusé parce que là, il y a une préface d'Alain Frachon. D'ailleurs, dans les deux textes, Frachon est un journaliste du Monde, éditoire royaliste. Du Monde.
les deux textes insistent beaucoup sur la politisation du renseignement aux États-Unis. J'ai trouvé ça assez amusant parce que, effectivement, on peut remarquer que certains cadres de la CIA ou des renseignements ont été mis dehors et remplacés par des gens qui sont marqués politiquement, qui sont dans l'idéologie MAGA, Trumpiste. Et à commencer par Tulsi Gabbard, qui dirige la CIA maintenant. Ouais, mais venant de quelqu'un comme Alain Frachon, je veux dire qu'il y a deux formes de politisation. Il y a la politisation engagée, de gens qui défendent des idées clairement identifiées et qui ne s'en cachent pas. Et puis, il y a un peu ce qu'on pourrait appeler la politisation d'atmosphère, c'est-à-dire quand on est dans l'air du temps, dans le climat idéologique du temps, et là, on ne s'en rend pas compte. Et il me semble que quand on lit Le Monde, quand on écoute les médias de service public, on a l'impression d'avoir affaire à des gens qui n'ont pas du tout l'impression d'être politisés. Oui. Qui pensent qu'ils sont pragmatiques, qu'ils sont dans l'objectivité, qu'ils sont dans le rationnel, dans l'analyse claire, et qu'il n'y a pas du tout d'influence politique. En réalité, c'est une illusion totale. Donc, mais c'est ce qu'a souligné Trump en faisant des changements, en disant vous êtes politisé, je fais de la politique, je mets des gens qui sont conformes à ma pensée. Oui. Et donc dans ces deux textes qui insistent beaucoup là-dessus, sur la politisation du renseignement, j'ai l'impression qu'ils devraient peut-être se demander, eux, d'où ils parlent, et s'ils ne sont pas tout aussi politisés, même si ça n'est pas étiqueté. Merci beaucoup. Je pense que moi, je ne partage pas sur l'avis sur l'intérêt de la préface et de l'introduction, que je crois personnellement très faible. Parce que le texte, lui, n'apporte pas grand-chose, si ce n'est le fait qu'il a un ton extrêmement modéré. C'est très vrai. Il y a un effort qui... Comme une fiche d'un très bon étudiant. Non, mais qui est fait pour se mettre très bon dans Wikipédia. L'esprit de l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas les Russes sont des méchants. Ils disent les Russes vivent comme agressés par le monde occidental, etc. Donc le texte est assez modéré de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, ma remarque sur le nucléaire allait dans ce sens. Par contre, je trouve que les introductions sont très faibles. D'abord parce qu'il y a la petite rengaine contre Trump qui est facile, qui est justifiée. C'est vrai que Trump est un peu fada, mais enfin, c'est tellement facile de se polariser là-dessus. Mais surtout, il n'y a aucune interrogation sur les questions qui se posent à tout esprit qui pense quand il a ce document en main. Pour quelle raison la CIA publie-t-elle un tel document ? Tout à fait. Bien entendu, un document comme celui-là, il est sans doute fait pour dire des choses, mais beaucoup plus pour ne pas dire des choses. Pas seulement parce qu'elles sont secrètes, et que bien entendu, ce n'est pas le rôle de la CIA de dire ce qui est secret. On ne s'attendait pas à les trouver dans le livre. Donner la fiche de tous les espions américains dans le monde. Bien sûr. Mais aussi parce que quand on dit quelque chose, ça évite d'en dire une autre. Et je trouve que la préface et l'introduction auraient été beaucoup plus intéressantes si ces gens-là, qui sont sûrement des bons spécialistes de cette affaire, avaient fait cet effort de décoder ce document. Vous comprenez, c'est pas le texte. Je disais en venant que notre ami Laurent aurait pu faire un livre comme ça, en prenant ses fiches, en se renseignant, malgré le fait qu'il n'a pas les mêmes informations que la CIA. Mais, vous voyez, ce qui est intéressant, lui, il n'aurait pas eu, il aurait eu ses idées, bien entendu. Tandis que la CIA, c'est autre chose. La CIA, ça fonctionne pour quelque chose. Donc, c'est une bonne question que je vous pose. Ouais. Pourquoi ils font ça ? C'est du soft power ou Laurent Arthur Duplessis ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que la CIA sort un rapport par an. C'est ça. Et depuis quelques années, l'accent est mis sur la Chine. Et on voit bien comment, et ça a commencé avant Trump, bien sûr. Ça a commencé avec Obama. Exactement. On voit bien le recentrage depuis Obama et de plus en plus avec Biden et ensuite Trump, le recentrage du renseignement et de la préoccupation américaine sur la Chine. La Chine, c'est l'ennemi. C'est pas la Russie dans ce rapport qui est l'ennemi. C'est pas la Russie. C'est la différence entre le trumpisme et les néoconservateurs encore obsédés par la Russie, parce qu'ils ont une génération de retard. L'ennemi pour la Chine, le danger pour la Chine, c'est pas la Russie. C'est la Chine. Et d'ailleurs, on le voit bien. Pour les États-Unis, c'est la Chine. Les États-Unis. Pour les États-Unis, le danger, c'est la Chine. D'ailleurs, on voit bien avec le problème des terres rares maintenant, les F-35 qui commencent à avoir des soucis parce qu'il y a un manque de terres rares, par exemple. L'industrie militaire américaine qui commence à être en panne de terres rares parce que les Chinois leur serrent, leur ferment le robinet et s'en servent comme une pression, etc. Et on voit bien comment il a fallu ramener du Pacifique des porte-avions pour le théâtre d'opération moyen-orientale, alors que le gros des moyens, c'est dans le Pacifique, de plus en plus. Donc là, je crois qu'il y a une constante d'année en année, c'est la focale chinoise.
Et ça, c'est l'obsession de l'armée américaine, c'est l'obsession de plus en plus de la classe politique américaine. Et effectivement, on voit qu'il y a une escalade, une course aux armements en Chine, États-Unis, avec un cri d'alarme américain disant notre flotte est complètement distancée maintenant par la flotte chinoise, ressaisissons-nous, et c'est pour ça que Trump a passé le budget de la défense de 870 milliards à 1000 milliards, 13% de plus. C'est que vraiment, c'est l'expression de la préoccupation américaine, c'est la Chine. Ce qui est assez dingue quand même, parce que dans le monde, tout le monde est en train de se réarmer. Ah oui. Oui. Hein, on n'a jamais autant dépensé. On peut quand même se demander pourquoi on fait tant de jouets si c'est pour pas s'en servir. Hein. C'est toujours pareil. Toutes les courses aux armements finissent par déboucher sur la cage. Ouais. C'est l'Europe de 1870 à 1914 lancée dans une course aux armements, et ça n'a pas empêché le Royaume-Uni et l'Allemagne d'entrer en conflit en 1914, alors que l'intrication économique et commerciale entre les deux n'a cessé de croître entre 1870 et 1914. Et un bon esprit qui, 2 ans avant, avait dit qu'il ne peut pas y avoir une guerre entre le Royaume-Uni et l'Allemagne à cause de cette intrication économique, s'est rendu célèbre. Sans parler des proximités idéologiques ou familiales, en plus. Entre les royautés, c'était la même chose d'ailleurs avec la Russie. Hein. Franck Martini, c'est vous qui allez faire la conclusion de ce bref sujet. Très bien. L'avant-propos et l'introduction, donc effectivement, c'est très faible parce que c'est pas à la hauteur. On fait de la petite politiquerie anti-Trump. Bon, j'étais le seul à m'intéresser au truc. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça commence quand même par les organisations criminelles ou terroristes non étatiques. Ce qui permet par exemple d'apprendre, ceux qui sont spécialisés devaient connaître le chiffre, qu'il y avait 52 000 morts, jusqu'à 52 000 morts par an dus au fentanyl aux États-Unis. On imagine bien, s'il y avait 52 000 morts liés au terrorisme par an aux États-Unis, mais c'est quand même des morts, ça veut dire que c'est une plaie extrêmement forte. Je pense que s'ils le mettent c'est une des guerres que mène Trump contre justement, s'ils le mettent en premier... C'est un dérivé opiacé. Ouais, j'imagine que c'est aussi un recentrage par rapport aux enjeux intérieurs américains, ça, pour le coup. Ça doit marquer une inflexion par rapport à ce qui se passait avant. Comme la disparition, parce que oui, c'est tous les ans. Hein, moi, j'en avais lu quelques-uns. C'est un petit rituel, quoi. Enfin, quand on avait parlé en préparant cette émission, vous m'avez dit, j'en ai déjà lu avant. Oui, bien sûr. Oui. Okay. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous avait motivé? La curiosité géopolitique, hein, c'est un document qui est donné à porter à la connaissance du public, donc c'est intéressant d'aller... C'est quand même assez fort, ça, que il me semble que c'est unique au monde, non? C'est assez lu. Oui. Okay. Je crois que c'est unique au monde. La disparition des enjeux climatiques aussi, c'est un marqueur de la politique trumpiste. Partant de là, on est quand même sur des éléments, effectivement, intéressant, c'est ce qui n'y est pas, parce que c'est extrêmement descriptif, c'est pas analytique du tout. C'est un envoi subliminal de messages, parce qu'on n'a pas d'éléments particuliers qu'on va découvrir à la lecture de ce document. C'est-à-dire qu'on met à plat les uns à côté des autres. Ce qui se passe quand même, les rapports, la partie que vous avez mentionnée, Yves Frissen, sur la transcription des débats à l'intérieur du Sénat, elle est terrible. Les sénateurs, elle est terrible parce que mais ça parle de la démocratie américaine, non? Les gens sais pas de quoi ça parle, mais ça parle mais ça parle pas des enjeux effectifs, c'est-à-dire qu'ils passent le 3/4 de leur discussion à discuter de la fuite sur signal et des aspects classifiés, pas classifiés, et ça tourne en rond pendant je ne sais combien de pages. Juste un rappel, la fuite sur signal, c'est qu'il y avait un groupe de discussion entre très haut au niveau du gouvernement, qui avait ouvert la discussion sans le faire exprès. C'était quand même une sacrée preuve d'amateurisme. Un journalisme du Financial Times, resté sur le groupe, je ne sais quoi, qui était resté, qui avait assisté à ça, et un peu terrible. Qui avait rapporté une partie de ce qu'il avait entendu. C'est-à-dire, et la discussion ensuite, elle tourne autour de ça. Il faut qu'on arrête. C'est dire à quel point ils prennent, c'est-à-dire au sérieux, les éléments qui sont posés dans ce document. C'est-à-dire qu'ils parlent d'autre chose. Voilà, quand ils en discutent. Je pense que ça donne aussi, pour une part, la portée réelle des éléments qui sont... Ou la légèreté des politiques. Voilà. La légèreté des politiques, ou le fait qu'on est sur un document rituel qui vient marquer les inflexions
de la politique américaine plutôt que de donner des analyses que sûrement on va trouver ailleurs, quoi. Allez, messieurs, merci vraiment, et à vous tous qui nous écoutez, désolé, on a fait 12 minutes au lieu de 10 et presque 30 au lieu de 20. On passe tout de suite au coup de gueule et au coup de cœur. Ça va être rythmé, je peux vous le dire. Allez, à tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Coup de gueule, coup de cœur, c'est Cyril Benazar qui commence par un coup de gueule, un coup de cœur. Un coup de cœur, je vais commencer par Allez-y, le coup de cœur. vous avez une minute 30. Oui, je vais être bref. Le coup de cœur, c'est un petit détail dans l'histoire de la flottille. Je vais rappeler un petit peu cette flottille. En réalité, la flottille, c'est un navire avec une dizaine d'activistes pro-palestiniens qui est allé attirer le regard du monde sur le blocus israélien sur les denrées alimentaires. En réalité, quand ils y sont allés, il n'y avait plus de blocus depuis un moment. C'est vrai qu'il y en a eu. L'armée israélienne a fait pression sur les populations, sur le Hamas à travers la distribution de nourriture. Ils ont ils ont limité fortement à un moment parce que le Hamas se servait des aides alimentaires pour vendre, pour faire de l'argent, pour recruter des jeunes aussi, dont ils promettaient que leur famille serait prioritaire dans la distribution. Tout ça, depuis, ça s'est réorganisé. Il n'y a plus de blocus, mais ils sont allés faire un coup de com'. Bon, c'est de bonne guerre, je dirais. Même si c'était un peu ridicule. Il y avait Greta Thunberg. Un peu dérisoire, non ? Dérisoire, ça a fait un peu flop. Mais moi, mon coup de cœur, ça a été dans le fait que, ils les ont arrêtés, ils les ont expulsés, mais ils ont aussi condamné. Et la sentence, ça a été un bannissement de 100 années. C'est-à-dire qu'ils sont interdits de séjour en Israël pendant 100 ans. J'ai trouvé, je ne sais pas si c'est de l'humour israélien, mais moi, ça m'a bien amusé, ce détail. Très drôle, vous avez raison, ça m'avait échappé. Oui. Ok, ça c'était votre... le coup de cœur. Et votre coup de gueule. Voilà. Et le coup de gueule, alors c'est un coup de gueule, ce serait plutôt une critique plutôt bienveillante, c'est pas vraiment un coup de gueule. C'est presque deux coups de cœur que vous faites là. Pas tout à fait, une petite inquiétude, une petite critique. Disons qu'on a l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui est monté sur les planches, comme s'il avait jamais fait autre chose que du théâtre. Là, il se met en scène, un one-man show, il fait des effets de manche, bon, on peut en penser ce qu'on veut. Mais le collectif Némésis, qui est un collectif de jeunes femmes féministes, plutôt ancrées à droite, c'est-à-dire qu'au lieu de dénoncer, au lieu d'aller perturber les spectacles d'un acteur, de Depardieu, de Nicolas Bedos, d'aller vandaliser la vitrine d'un éditeur, elles s'exposent vraiment, c'est-à-dire qu'elles vont en territoire hostile, dans des manifestations de gauche, pour rappeler que la condition des femmes dans l'espace public s'est fortement dégradée, et que c'est pas à cause d'un acteur ou d'une vedette, c'est plutôt à cause de l'immigration massive, des harcèlements sexuels. Et qu'est-ce qu'elles avaient contre Dupond-Moretti ? Elles sont allées perturber son spectacle pour attirer l'attention sur son bilan qui est désastreux, comme la plupart de ceux des gardes des Sceaux, comme de Taubira, comme d'autres, dans le laxisme, dans l'exclusisme. C'est vrai que Dupond-Moretti s'est illustré en se faisant applaudir dans les prisons. Donc c'était plutôt le ministre des bandits que des honnêtes gens. Bon, on peut comprendre leur motivation. Moi, je m'inquiète un peu. J'ai pas tellement envie qu'il y ait des fémènes de droite. J'ai pas tellement envie qu'il y ait une cancel culture qui s'ancre à droite. Je pense qu'on doit rester attaché à la liberté d'expression, même à la liberté de nos adversaires, surtout quand ils sont plus en politique et qu'ils sont basculés dans autre chose de leur vie. Ça touche presque à la vie privée. J'ai pas trouvé ça aussi ayant autant de panache que ce qu'elles font d'habitude. Okay. Mais je leur témoigne quand même ma grande admiration pour leur courage. Le courage physique, pour leur vaillance. Merci beaucoup. Yves Christen, coup de gueule ou coup de cœur pour commencer ? Oui, un coup de cœur, essentiellement un coup de cœur. C'est sur le dernier livre d'Alain Benoît qui s'appelle Notre Rousseau. Et je pense que c'est extrêmement intéressant parce que ça donne de Jean-Jacques Rousseau une vision qui est aux antipodes de celle que l'on a d'ordinaire et en particulier aux antipodes de celle que des hommes plutôt de droite ont ou avaient au sujet de Jean-Jacques Rousseau, à commencer par Charles Maurras, mais par en fait pratiquement toute la droite, au sujet de l'idée selon laquelle Rousseau sera en quelque sorte le précurseur de la Révolution française. La réalité, qui ressort très clairement de la littérature de Rousseau, c'est que c'est typiquement un conservateur. Rousseau est un homme qui vit dans l'imagerie de l'Antiquité, ce qui d'ailleurs a été aussi une partie de la pensée des révolutionnaires, mais qui a fondamentalement une vision de conservateur
qui est aux antipodes, à beaucoup d'égards, de celle de Voltaire, pas seulement parce qu'ils se sont engueulés, n'est-ce pas, ou de celle de Diderot, mais parce que sur le fond, c'est effectivement cela. Je trouve que c'est assez salutaire d'avoir, comme ça, sur un des grands hommes de la littérature de langue française, même si Rousseau n'était pas véritablement français, d'avoir un tel regard. Donc c'est un bon livre, c'est paru chez Fayard. Très bien, c'est une parution récente ? Là, oui, ça vient de paraître. Ok, Alain de Benoît, Fayard, le titre du livre ? Un autre Rousseau. Un autre Rousseau. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, il est très intéressant de lire un historien qui s'appelle Xavier Martin pour une relecture des philosophes des Lumières, de leur conception de l'homme et de la société. Ça réserve de nombreuses surprises. Voilà. Ok. Voilà. Allez, sans manger trop sur votre temps, vous commencez par un coup de gueule ou un coup de cœur, Franck Martini ? Un coup de cœur, c'est pour une association qui s'appelle Murmure de la Cité. C'est une association qui est composée essentiellement de bénévoles, 350 bénévoles qui travaillent à un spectacle sur l'histoire de France. L'association est dans l'Allier, à Moulins. Et donc le spectacle est centré sur l'histoire non pas de toute la France, on va dire, mais du centre, du Bourbonnais, on va dire grosso modo de Saint-Louis à 1945. Et donc on a a priori quelque chose qui est tout à fait sympathique et porté justement par des acteurs bénévoles sur les spectacles historiques. Ça a pas mal de succès et c'est tout à fait intéressant. Mais il se trouve que cette association est en but à une lutte acharnée que lui mènent des acteurs de la gauche locale. Qui lui reproche quoi exactement ? Parce que les initiateurs de l'association se trouvent être liés à des organisations catholiques par ailleurs. Donc si vous voulez promouvoir l'histoire de France et qu'en plus vous êtes catholique, la gauche du cru n'aime pas ça du tout. Il y a un prisme particulier. On peut parler. Non, il n'y a pas de et particulier. C'est simplement que c'est pas. C'est une idéologie de droite, on va dire. Et c'est allé jusqu'à des moments où ils distribuer des prospectus sur les marchés, ils se fassent insulter, jeter des projectiles et des choses comme ça. Et ils ont eu du coup la plus grande difficulté à pouvoir avoir des subventions, notamment de la mairie de Moulins ou d'autres collectivités locales. Rappelez-nous le nom de l'association. Murmure de la Cité. Ok, à Moulins. À Moulins. Très bien. Donc, ça, c'était votre coup de cœur. Voilà. Et votre coup de gueule. Bon, alors mon coup de gueule, il est totalement subjectif, arbitraire et pas en lien avec l'actualité. C'est Keir Starmer. Keir Starmer qui a le nouveau Premier ministre. Le nouveau Premier ministre, mais britannique. Il est nouveau, mais il commence déjà à avoir un pédigré assez extraordinaire. Donc cet individu de gauche commence par couper les aides de chauffage pour les retraités. Alors les aides de chauffage au Royaume-Uni, c'était pour les retraités les plus pauvres. Et donc lui, première mesure sociale, il leur ferme le robinet. Il a été directeur des poursuites publiques entre 2008 et 2013, je crois, au Royaume-Uni. Et c'était pendant les affaires des grooming gangs, donc des gangs pakistanais qui violaient et faisaient la traite de jeunes filles blanches. Et ces affaires ne sont pas sorties ou ont été... Alors je crois qu'il y a une commission qui vient de bien après. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un silence assourdissant, alors que c'était des choses qui avaient une ampleur extraordinaire. Donc que la plus haute hiérarchie juridique de M. Keir Starmer était là à ce moment-là, sa responsabilité, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit son action effective ou son non-action, elle est engagée jusqu'au cou. Parce que c'est pas possible. Quand il y a eu les émeutes suite à Southport, il a traité les manifestants de racailles d'extrême droite. Alors que le terme de racaille d'extrême centre lui irait comme un gant. Donc il y a un mépris de classe et un mépris pour le peuple du Royaume-Uni qui suinte de toutes les interventions de ce monsieur, qui développe, malgré le Brexit, une politique migratoire catastrophique contre laquelle il ne lève pas le petit doigt.
Il poursuit évidemment la tradition anti-russe britannique dans la guerre en Ukraine. Bon, ben ça, c'est juste une continuité. On a donc un personnage absolument détestable, hein, qui correspond tout à fait au profil de ces dirigeants toxiques européens actuels. Et je pense que si ce monde a un sens, les Kerstarmer du monde finiront un jour peut-être par brûler en enfer. Oh, ok, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup. Laurent Arthur Duplessis, un coup de gueule, un coup de cœur? Alors d'abord le coup de cœur peut-être pour les femmes iraniennes, non seulement pour leur beauté, parce que c'est vrai qu'elles sont souvent très jolies. Extrêmement mais jolies. Aussi pour leur courage. Femme, vie, liberté. Hein. Femme, vie, liberté. C'est leur slogan. Il faut voir tout de même comment elles ont payé de leur personne, ces femmes, depuis plusieurs années, en défiant le pouvoir islamiste, ce qui les menait souvent à la prison d'Evin, à Téhéran et d'autres prisons, où elles étaient violées, torturées, etc. Il faut un courage inouï pour faire ça. Hein. Et elles auront contribué à l'usure du pouvoir islamiste iranien dont je parlais tout à l'heure, installé en 1979 et qui maintenant, manifestement, est en fin de cycle. 20% de la société iranienne à peu près le soutient encore, mais à peu près 80% n'en veut plus en gros. Et alors justement, symétriquement à mon coup de cœur pour les femmes iraniennes, j'aurais un coup de gueule pour l'extrême gauche française qui se croit obligée maintenant de défendre le régime des mollahs en quelque sorte. Je suis le premier à instruire le procès de l'Empire américain. Hein. Ça fait longtemps. Néanmoins, de là à défendre le régime des mollahs, qui est tout de même à la fois un anachronisme du point de vue iranien, parce que l'Iran, dès le début du XXe siècle, avait inauguré un libéralisme politique tout à fait important. Et dès le début du XXe siècle, il y avait eu une émancipation des femmes en Iran. Et ça rejoignait justement tout ce qui a précédé l'islamisation de l'Iran au IXe siècle, c'est-à-dire les milliers d'années d'empire perse. Et l'Iran renoue ainsi avec une tradition multimillénaire, pas multiséculaire, mais multimillénaire. Et donc, je me réjouis, moi, de l'usure du pouvoir islamiste en Iran, mais je ne suis pas optimiste sur ce qui arrive du côté sunnite. Oui. Merci beaucoup. Écoutez, je vais me permettre quelque chose, moi. Si je peux juste ajouter un mot à ce que vous disiez, je pense que les filles, c'est vrai, se déshonorent de plus en plus. Et je pense que si un jour des aliens, des extraterrestres attaquent Israël ou les États-Unis, LFI prendra le parti des extraterrestres, c'est sûr. Ok, alors, je vais sortir, je ne sais pas. Je vais donner un coup de cœur, moi. Et qui est parfaitement dans l'actualité. J'ai vu, il y a 15 jours, 3 semaines, une pièce de théâtre qui s'appelle 4211 km, et qui est l'histoire de 3 générations de réfugiés iraniens en France. Et on voit le grand-père, journaliste, les enfants, comment on s'acculture, et la petite fille, et le retour au pays. Je veux dire, j'ai des frissons, j'ai toute la barbe qui se dresse sur le visage. C'est une pièce d'une grande simplicité, et qui raconte magnifiquement cette histoire-là. Voilà, je crois que c'est parfaitement dans l'actualité, et je vous invite à aller la voir. Je ne sais pas où elle se joue, hein, je l'ai vue en banlieue parisienne. 4211 km, vous verrez pourquoi ça s'appelle comme ça. Voilà, j'en ai fini, nous en avons fini, nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle émission. À bientôt donc.